sur BNews International. À présent, nous vous proposons notre émission politique face à la nation. Khalil Gueye reçoit M. Mame Mactar Gueye, vice-président de l'ONG Jamra. Voici face à la nation. Bonsoir et bienvenue sur Face à la Nation, notre émission politique qui reçoit aujourd'hui Mame Mactar Gueye, vice-président de l'ONG Jamra. Mame Mactar Gueye, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est plutôt moi qui vous remercie d'avoir été accueilli dans ce splendide studio qui est à la fois futuriste et artistique, ce qui ne nous étonne pas compte tenu de la personnalité même de l'initiateur. Mais je suis d'autant plus comblé que notre émission démarre avec un single assez original, à savoir une réalisation très célèbre du célèbre choriste, le défunt choriste Julien Jouga, Diamono, Diamono, Diamono. Donc il exhorte ses compatriotes à épouser des valeurs panafricanistes, mais surtout à ce que nous tous, nous puissions nous faire des militants actifs du dialogue interreligieux. Alors il était très lié à Jamra, mais particulièrement au défunt fondateur de Jamra, Abdou Latif Gueye. Et je pense que ce que Khalil Gueye est en train de faire est une sorte de continuité de l'œuvre panafricaniste et de brassage interculturel et interconfessionnel. Merci Mame Mactar. Jamra est très populaire. Et quand j'étais au Mali en mission, quelqu'un me disait que les activités de Jamra l'intéressaient parce qu'il y avait cet aspect de lanceur d'alerte et aussi de surveillance. Alors, qu'est-ce qui fait votre popularité? Bon, la plupart de nos compatriotes semblent souvent ignorer ou même oublier que Jamra n'est pas tombé ex nihilo dans l'espace public en tant qu'ONG, organisation non gouvernementale. Les gens oublient souvent qu'en février 1983, date de création de Jamra, nous étions d'abord un journal, format magazine, avec comme sous-titre, d'abord comme gros titre Jamra et comme sous-titre la revue mensuelle des dossiers sociaux. Autrement dit, tous les mois, nous prenions un phénomène de société pour le décortiquer de fond en comble. Et il est bien évident que notre premier dossier avait consisté à mettre à nu le phénomène de la toxicomanie, qui à l'époque était un sujet tabou. Et les ravages que ce fléau avait causé au niveau du milieu scolaire et universitaire ne sont plus à démontrer. Il y a eu beaucoup de ruptures scolaires, etc., des ménages qui ont volé en éclats. Mais c'est l'occasion de rendre hommage au défunt Dr Omaïs, qui nous avait beaucoup aidé dans la communication pour que nous puissions aider les jeunes qui tombent souvent dans le fléau de la drogue. Parce qu'on leur avait fait croire qu'il y avait deux types de drogue. Drogue douce, hashish, marijuana, etc. Et drogue dure, qui ont été, disons, améliorés, entre parenthèses, en laboratoire, opium, cocaïne, héroïne. Alors, il avait utilisé une image très pédagogique en disant que c'est comme deux individus qui sont au rez-de-chaussée d'un immeuble pour faire une course contre la montre pour grimper au 10e étage. Alors, top départ, il y a le premier qui emprunte l'escalier et l'autre qui emprunte l'ascenseur. Il est bien évident qu'ils n'arriveront pas en même temps, mais ils arriveront au même objectif, c'est-à-dire au 10e étage. Il dit que la drogue, c'est la même chose. Le principe actif de la cocaïne, qui est une drogue dure, extrêmement puissante, et le principe actif du yamba, communément appelé le cannabis, c'est-à-dire le THC, le tétrahydrocannabinol, sont des principes actifs qui empruntent les mêmes canaux, c'est-à-dire le système nerveux. Ils n'arrivent pas en même temps, mais ils arrivent tous au niveau de cet élément central qui fait que nous sommes des êtres humains dotés de bon sens et de raison, c'est-à-dire le cortex cérébral, qui, comme le disent les neurophysiologistes, c'est le siège de la mémoire et de la sélection comportementale. Alors, bref, c'est un numéro qui avait eu tellement de succès, si bien que le prochain numéro, on a abordé le phénomène des talibés, des enfants de la rue, la maltraitance, un autre numéro sur ce que nous appelons pudiquement les filles en danger moral, c'est-à-dire les victimes de la prostitution, qui ne le font pas la plupart du temps parce qu'elles veulent se pervertir, mais
parce qu'elles y ont souvent contraintes pour des raisons économiques, etc. Alors, le journal ne pouvant plus contenir nos activités, alors, parce qu'on était sollicité de partout, chaque fois qu'il y avait un nouveau numéro qui sortait, on invitait le président fondateur de Jamra à faire une conférence, tantôt au lycée Lamine Gueye, tantôt au lycée Blaise Diagne. Donc, ça ne pouvait plus contenir toutes nos activités. Alors, nous l'avons transformé en ONG en 88 pour pouvoir nous mettre au service des populations. C'est alors que nous avons commencé à avoir des activités de soutien aux victimes de MST, les maladies sexuellement transmissibles, et qui n'avaient pas suffisamment de moyens pour se faire soigner. Mais c'est surtout une étape qui nous a permis de pousser le créneau un peu plus loin pour exiger le renforcement des sanctions pénales contre les trafiquants de drogue. C'est alors que nous avons eu l'honneur d'avoir été invités par Xavier Pérez de Cuellar, l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Alors, nous en avions informé le président Abdou Diouf qui nous a mis en rapport avec son ministre de la Santé d'alors, Marissar Mbouy. Et c'était, comment dirais-je, la conférence de Vienne, le 17 juin 1987 en Autriche. Au terme de cette conférence, on a eu des résolutions qui nous ont aidés à faire un bond en avant. C'est-à-dire que l'ONU a abondé dans le même sens. Et nous avons transmis les résolutions au président de la République en lui disant, voilà ce que l'on vous disait. L'ONU dit que vous, pays africains, ne vous faites pas d'illusions, vous ne pouvez pas faire face seul et individuellement à ces vastes réseaux de narcotrafiquants. Votre issue se trouve dans l'harmonisation de vos législations. Alors donc, ça nous a permis en 2007, après être descendus dans l'arène politique, parce que nous n'avions pas la possibilité, en étant en marge des instances de décision, de concrétiser ce vœu qui nous tenait à cœur, c'est-à-dire le renforcement des sanctions pénales. Alors finalement, on s'est dit, on va aller plaider nous-mêmes. Alors on a eu un siège de député en juillet 2007. Et en moins de 5 mois, août, septembre, octobre, novembre, Latif a eu le temps, en tant que député de Jamra, de convaincre un nombre très important de ses collègues députés. Et finalement, la loi a été votée. C'est la loi 2007-31 du 30 novembre 2007 qui criminalise désormais le trafic de drogue. Nous n'avons pas la prétention de dire que ça a réglé définitivement le problème du trafic. Les trafiquants viennent toujours, mais ils sont obligés d'y réfléchir par 2 fois, parce que maintenant, ce n'est plus 6 mois ou autre, et c'est criminalisé. Et alors maintenant, c'est un minimum de 10 ans. À propos de criminalisation, oui. Le mot aujourd'hui, c'est l'opposition entre criminaliser l'homosexualité et ne pas criminaliser l'homosexualité. Et c'est d'ailleurs un des combats menés par des groupes activistes, surtout le groupe Andesop et Tikoui, que vous appuyez, n'est-ce pas? Oui, nous en sommes membres fondateurs. C'est une coalition. Ah, ok, une coalition. Donc, alors, est-ce que vous pouvez expliquer clairement, à ce qui nous regarde, ce que c'est que la criminalisation? D'abord, je voudrais tranquilliser certains téléspectateurs qui ont sans doute été intoxiqués. Mais c'est de bonne guerre, parce que ce que nous faisons n'est pas censé plaire à tout le monde. Que notre coalition, Andesam Dikoye, dont Jamra est membre fondateur, regroupe pas moins de 145 structures. Donc, contrairement à certains responsables étatiques qui tentent de nous diaboliser en voulant nous assimiler à une organisation d'islamistes. Certains disent que c'est un regroupement d'intégristes, de salafistes ou de wahhabistes. Alors je voudrais leur rappeler que autant il y a des organisations religieuses dans notre coalition, comme Jamra, comme la Ligue des imams et des prédicateurs de Oustaz Ahmed Damdiaye, comme le Rassemblement islamique du Sénégal, Jamaat Ibad Rahman, autant il y a des leaders de la société civile qui sont quand même partie prenante de notre combat. Je veux parler de Damboy, que tout le monde connaît, qui est un leader syndical, secrétaire général du QSEMS. On peut citer, n'est-ce pas, Massokhna Kane, qui dirige une association consumériste, SOS Consommateur, mais également Malick Ndiaye, un éminent sociologue, professeur d'université, et même des non-musulmans, pour citer mon ami Guy Marius Sagna, et même des leaders de religions traditionnelles. Je veux parler du roi aussi. Quand on a été le voir dans le bois sacré, il nous a dit
Moi, nous ne sommes ni d'obédience islamique, ni d'obédience chrétienne. Nous nous attachons toujours aux religions traditionnelles que nous avons héritées de nos ancêtres. Et même en mettant même de côté, parce que c'est toujours lui qui parle, toute considération religieuse par rapport à ce fléau de l'homosexualité. Déjà sur le plan humain, comment un être humain peut-il accepter d'avoir un comportement que même les animaux répugnent? Et c'est alors qu'il a signé notre pétition portant exigence de la criminalisation. Alors, pour tranquilliser encore une fois les téléspectateurs, quand nous parlons de criminalisation, contrairement à ce que le président de la République a dit, parce que c'est un être humain, il a été emporté par cette vague de diabolisation. Ce n'est pas que quiconque se fait prendre sera traduit en justice comme s'il avait tué quelqu'un. Ce n'est pas ça, Monsieur le Président. Parce que tout le monde sait qu'une loi pénale, parce qu'il n'est pas besoin d'avoir un doctorat en droit pénal pour le comprendre, une loi pénale doit évoluer avec son temps. À titre d'exemple, le viol. Dès les premières heures de l'indépendance, le code pénal l'avait consigné avec des sanctions précises. Le viol. Le viol. Mais à l'époque, les violeurs relevaient des juridictions ordinaires, c'est-à-dire le tribunal du flagrant délit ou de la correctionnelle. Mais 40 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Le fléau du viol a atteint des proportions inquiétantes et je dirais même diaboliques, parce qu'il ne se contente plus de vous violer, mais il vous viole et vous tue. Et c'est l'occasion de saluer la mémoire de Binta Kamara, une brave concitoyenne de Tambacounda. Il est vrai qu'il n'a donc je crois, même pas une vingtaine d'années. Il est vrai que le violeur n'est pas parvenu à ses fins, parce qu'elle s'est farouchement battue, mais quand même, il y a perdu la vie. Et bien d'autres cas similaires au niveau de la banlieue. Par conséquent, puisqu'il y a de nouvelles infractions, il a fallu proposer à l'État de revoir les dispositions pénales qui punissaient le viol. Et c'est ainsi que Jamra, en partenariat avec l'AGS, que je salue au passage, l'Association des juristes sénégalaises, particulièrement leur porte-parole Ndéami Sakho, et d'autres organisations féministes, nous avons organisé plusieurs sittings au niveau de la place Obélisque. Et la pression s'est poursuivie jusqu'à ce que l'État accepte notre suggestion de renforcer les sanctions pénales contre les violeurs. Donc c'est la loi 2020-05 du 10 janvier 2020 qui désormais criminalise le viol. Il en est de même pour la drogue, on en a parlé tout à l'heure. Au début, la législation qui était là suffisait largement. Mais maintenant, le fléau de la drogue ne se résume plus à un petit paumé qu'on appréhende au coin d'un quartier populaire avec son cornet de yamba. Ce n'est plus cela. Maintenant, c'est devenu une industrie florissante. Et je salue le courage du député de Benno Bokk Yakaar, Moustapha Cissé Lo, qui a fait une sortie tonitruante au micro de votre confrère Modou Mbacké Niang de DTV, en disant qu'il faut mettre le doigt sur la plaie. Le trafic de drogue, en grande partie, est détenu par des personnalités haut placées qui profitent de leurs privilèges pour se livrer à cette Afrique odieuse. Et c'est alors qu'il a démontré comment ces milliards générés par le trafic de drogue a été recyclé dans l'immobilier et dans le bâtiment. Et il a même terminé en disant le procureur n'a qu'à me convoquer, je suis prêt à tout lui dire. Et jusqu'à présent, le procureur n'a pas convoqué. Alors donc, on a donc été obligé de faire encore pression sur l'État pour obtenir le vote de la loi 2007-31 du 30 novembre 2007 qui criminalise le trafic de drogue. Alors, deux victoires voilà. vers la criminalisation. Voilà. Et en ce qui concerne alors maintenant, l'homosexualité, comme le dit le président du groupe parlementaire du parti au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, notre frère Almerou Gning, il a raison de dire que la loi 66-16 du 12 février 66, donc 6 ans après notre indépendance, suffisait largement en mettant des garde-fous par rapport au comportement de ces individus qui peuvent assumer dans leur intimité, leur déviance sexuelle, mais ils n'ont pas le droit, n'est-ce pas,
de venir dans l'espace public pour se livrer à certains comportements délictuels. Ça suffisait largement. Et c'est la raison pour laquelle l'article 319 issu de cette loi est très clair que cet article condamne les actes contre nature commis en public. C'est clair. Parce que l'islam est même contre le fait, ce que l'on appelle yedou, et que les Toubabs appellent regarder par le trou de la serrure. Ce que les gens font dans leur intimité, l'islam interdit de s'en occuper. C'est leur vie privée. Mais l'espace public est un patrimoine commun. Les homosexuels n'ont pas le droit de sceller des mariages homosexuels en public. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Et au moment où cette loi était conçue, ça n'existait pas. D'ailleurs, les Sénégalais restaient un bon bout de temps, jusqu'à même se demander est-ce qu'il y a des homosexuels au Sénégal. Ça n'inquiétait personne. Mais maintenant, ils se sont constitués en association, en daïra, et ils envahissent l'espace public en se livrant à d'inadmissibles provocations. Et c'est dangereux, parce que ça peut pousser les populations à vouloir se faire justice elles-mêmes. Je n'en citerai que un ou deux exemples. Le 25 décembre 2015, tout le monde sait que 25 décembre, par définition, c'est un événement religieux important pour la communauté chrétienne, en ce sens qu'elle célèbre l'anniversaire de la naissance du Christ. Mais puisque nous, musulmans, parce qu'ils ont un calendrier grégorien fixe, parce que Noël de l'année dernière, c'est toujours la même date que Noël de cette année. Pentecôte, la date ne change pas. La Toussaint, fête des mères, fête des morts, c'est toujours le 1er novembre. Donc, 25 novembre pour les chrétiens. 25 décembre pour les chrétiens. Mais un heureux hasard du calendrier a voulu que nous, musulmans, qui avons un calendrier lunaire, c'est le calendrier hégirien, qui tourne, parce que les fêtes religieuses ne se passent pas toujours à la même date. Alors, le hasard a voulu que le 25 décembre de cette même année, 2015, tombe également à la nuit du Mawlud Nabi, qui célèbre la naissance du prophète Mohammed. Et tous les Sénégalais avaient apprécié cela en disant « Ah, vraiment, ce sera une occasion de renforcer le bon voisinage entre communautés chrétiennes et musulmans. » Et les lobbies homosexuels qui ne font rien par hasard, ont choisi exprès cette nuit doublement symbolique pour organiser 11 mariages homosexuels à l'école Ibrahima Diouf de Kaolack. Ça, c'est de la provocation. Voilà. Et n'eût été le professionnalisme du commissaire Bokarli, il allait y avoir bain de sang. Parce qu'il y a eu des centaines de talibés de Cheikh al-Islam Baye Ibrahima Niass, armés jusqu'aux dents, qui ont fait mouvement vers le commissariat. Alors, il a fait preuve de professionnalisme et de promptitude pour les évacuer très rapidement auprès du procureur de la République. Et on ne peut pas tout citer, mais là où la goutte d'eau a fait déborder le vase, c'est cette provocation, cet acte sacrilège qui a eu pour cadre la grande mosquée de Dakar, ce haut lieu de culte pour lequel le Seigneur a dit dans le Coran wa anal masajid lillahi, les mosquées sont les demeures d'Allah. Et le 23 novembre 2020, à 3 h du matin, le gardien a failli s'évanouir lorsque, au terme d'une ronde, il a surpris 2 homosexuels en train de s'accoupler dans ce haut lieu de culte. Ça, c'est de la provocation. Il y a les bordures de mer, il y a les plages, les hôtels. Pourquoi ils viennent le faire? Donc maintenant, ils ont un style de vivre leur orientation sexuelle en y associant de la provocation contre les dates symboliques religieuses et contre les lieux de culte. C'est dangereux. On peut en citer beaucoup, hein, parce qu'il y a 2 mois, vous étiez au courant du remake qui avait eu pour cadre la grande mosquée de Baobab Karak. Là également, profitant de l'euphorie du match Sénégal-Burkina Faso, et 2 homosexuels sont montés sur la toiture de la mosquée pour s'accoupler. Alors nous avons dit au président de la République, nous vous avons maintes fois dit, comme vous l'avez fait pour la drogue, comme vous l'avez fait pour le viol, comme vous l'avez fait pour le vol à main armée, c'est-à-dire en renforçant les sanctions pénales, qu'il était temps de freiner ces frasques provocatrices de la communauté homosexuelle. Le Sénégalais, par définition, est un peuple pacifique. Mais là, les gens commencent à être exaspérés. Et le danger, et nous ne le souhaitons pas, c'est que les gens en soient amenés, et comme c'est le cas dans 2 pays de la sous-région que je ne voudrais pas citer pour ne provoquer personne,
Mais il suffit d'aller dans Google, vous tapez supplice du collier, et vous verrez ces deux pays de la sous-région où les homosexuels, suite à ces incessantes provocations, ont fini par exacerber les populations qui ont constitué des brigades d'autodéfense. Et les conséquences ont été dramatiques. On les arrête, on les ligote, on leur enfile de vieux pneus jusqu'au cou, on y verse de l'essence et on y met le feu. Une mort atroce. On ne souhaiterait pas que cela se produise ici. Et nous avons demandé au président de la République d'augmenter les sanctions pénales. Alors, puisqu'il traînait les pieds, nous avons été obligés, nous, notre coalition Andesamodikoyi. Pourquoi c'est donc vous, le président, traînait les pieds? Bon, parce qu'on a vu l'analyse de votre confrère Cheikh Yérim Seck en disant oui, il réclame la criminalisation, mais il faut savoir que les homosexuels sont organisés. Ils ont des relais jusqu'aux plus hautes instances onusiennes. Si le Sénégal le fait, bien qu'il soit un pays souverain, est-ce qu'il n'y aura pas des sanctions, n'est-ce pas, économiques, etc. Comment avez-vous pris ça? Alors, nous avons dit au chef de l'État, chaque pays a ses propres règles, ses propres lois qui régissent sa vie communautaire. Mais n'oublions surtout pas que dans chaque pays, les lois créées par le législateur ne tombent pas ex nihilo du ciel. Chaque législateur, dans chaque pays, c'est les Chinois, les Sénégalais, les Burkinabés, les Américains, le législateur s'adosse sur ce que vous, professionnels de la communication, vous appelez le substrat socio-culturel. Donc les réalités socio-culturelles. C'est en se fondant sur ça que le législateur structure les lois qui organisent la vie communautaire. À titre d'exemple, le Code civil français, qui a été renforcé par la loi Pasqua de 1993 sur le regroupement familial, a déclaré haram la polygamie. Donc la polygamie est un délit en France. Alors que chez nous, c'est non seulement accepté, mais même encouragé par la société et par la religion. Mais personne n'a le droit de critiquer les Français parce qu'ils sont chez eux. Ils se sont fondés sur leur réalité, qu'ils n'acceptent pas, qu'ils ne peuvent pas concevoir qu'un homme puisse avoir deux épouses. Et ils l'ont interdit. Si bien qu'il y a des immigrés, des compatriotes qui ont des problèmes chaque fois qu'ils font venir leur deuxième épouse en France. Cette dernière n'est pas reconnue. Elle n'a pas le droit à la sécurité sociale, à des soins médicaux, etc. Mais ils sont chez eux. Dans le même esprit, le 13 mai 2013, sous le magistère de François Hollande, les députés français, se fondant toujours sur leur réalité sociale, culturelle, etc., avaient décidé de voter ce qu'ils appellent pudiquement la loi sur le mariage pour tous, c'est-à-dire la loi qui autorise le mariage gourdigène, homosexuel. Mais ils sont chez eux. Personne n'a le droit de porter des critiques et des appréciations, quelles qu'elles soient, parce qu'ils sont chez eux. Mais pourquoi nous, pays souverains, n'aurions-nous pas le droit, étant chez nous, notre législateur se fondant sur les réalités socioculturelles de ce pays, de structurer l'article 319 du Code pénal qui déclare haram l'homosexualité? Pourquoi on n'aurait pas ce droit-là? Alors, il n'appartient pas à l'Occident de dire que vous, Africains, il nous appartient à nous de choisir ce qui est bon pour vous. Au nom de quoi? Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons dit au président Macky Sall, assumez votre souveraineté. Obama était venu le 27 mai 2013 pour vous faire cette proposition indécente-là. À savoir, oui, le Sénégal a fait beaucoup d'efforts sur la démocratie, la liberté d'expression, le pluralisme médiatique, le multipartisme, le pluralisme syndical, c'est bien. Mais il y a un aspect sur lequel le Sénégal doit faire des efforts, c'est-à-dire la reconnaissance des droits des LGBT. Alors la réponse du président a été certes courtoise, parce qu'il a dit on n'est pas encore prêt. D'ailleurs, dès le retour d'Obama, on a tenu un point de presse pour répliquer à cette réponse du président en lui disant « Monsieur le Président, avec tout le respect qu'on vous doit, désolé, mais on ne sera jamais prêt tant que les Sénégal continueront à s'arc-bouter sur les valeurs héritées de leurs vaillants ancêtres et des grandes figures religieuses qui reposent en terre sénégalaise. » Il a également opposé une fin de non-recevoir à la proposition indécente de Justin Trudeau, le 10 février 2020, qui lui a fait la même proposition. Le président de la République a également pris son courage à deux mains sur le plateau de votre consoeur Audrey Pulvar à iTélé le 25 octobre 2015, qui lui a posé la même question.
Et là, il a été plus ferme en lui disant, mais au nom de quoi pensez-vous, parce que l'homosexualité a été légalisée chez vous, au nom de quoi pensez-vous qu'il faille en faire une loi universelle? Alors nous avons écrit... Alors nous avons... Je réponds à cette question. Bon, disons qu'il ne peut pas faire autrement, parce qu'on ne peut pas diriger un pays. Voilà, parce que chaque fois, effectivement, chaque fois qu'il prenait son courage à deux mains pour assumer la souveraineté nationale et culturelle, nous, dès le lendemain, on fait un communiqué pour saluer cette posture. Et particulièrement, lorsqu'il l'a fait sur le plateau de votre confrère Franck Simonet de TV5, à l'occasion du sommet de la francophonie de Antananarivo. Pour la criminalisation, quel est le niveau? Le niveau le plus haut. Ce terme barbare a été utilisé par certains de nos détracteurs. Et malheureusement, le président de la République est même tombé dans ce piège en recevant les imams, des imams, le 27 janvier, en disant oui, ça veut dire que nous avons. Autrement dit, dès qu'un homosexuel se fait prendre, eh bien, il sera traduit en justice comme un criminel de sang. C'est pas ça, monsieur le président. C'est le sens du mot ici. Ouais, mais voilà, je vais vous expliquer pourquoi il y a eu cette confusion. C'est-à-dire, quand on a criminalisé le trafic de drogue, le viol, l'infanticide, le vol à main armée, le vol de bétail, etc., qu'est-ce qui s'est passé? Tous ces contrevenants-là ne peuvent plus relever des juridictions ordinaires, c'est-à-dire flagrant délit et correctionnel, où les peines ont un plafond de 5 ans. Alors on a été obligé de les faire déménager vers la cour d'assises. Mais c'est lorsqu'il y a eu la réforme du code pénal et du code de procédure pénale en 2016, le nom a changé. Ça ne s'appelle plus cour d'assises, mais chambre criminelle. C'est là qu'est venue toute la confusion. Voilà, donc chambre criminelle, c'est simplement une juridiction où les peines qui sont appliquées ne peuvent pas l'être dans les juridictions ordinaires, c'est tout. Alors c'est pour cela, nous, dans notre requête, on a enlevé le qualificatif de criminalisation. On a dit que nous exigeons un renforcement des sanctions pénales contre les homosexuels qui sont devenus agressifs. Je dis bien agressifs, hein, pour ne citer qu'un dernier cas, parce qu'il y en a beaucoup, on en a recensé plus d'une trentaine, en août 2019. Et je prends à témoin les habitants du quartier populaire de Thiaroye Léona. Mais ils ont été surpris un après-midi. Il y a un car de transport en commun qui s'est arrêté. Il y a eu une vingtaine de lesbiennes qui en sont descendues et qui se sont acharnées sur une maison avec une toiture en ardoise en fibrociment. Elles y ont jeté des cailloux, ont cassé, ont fait beaucoup de dégâts, ont cassé des fenêtres. Alors, c'est une ancienne lesbienne qui habite là, mais qui, à un moment donné, avait fait son examen de conscience et avait décidé de se reconvertir. Elle est allée voir un imam pour qu'il puisse la réconcilier avec son mari légal. Et voilà, les lesbiennes ont organisé une expédition punitive, simplement parce qu'elle a eu simplement le tort de le tourner le dos. Mais où va-t-on? C'est-à-dire maintenant, les gens n'ont plus le droit de ne pas être homosexuels. On n'a plus le droit de ne pas être lesbienne. Et le jour du procès, mais vos confrères avaient rempli la salle d'audience du tribunal de Rufisque. Et moi-même, j'y étais allé, parce que nous étions tous animés de la même curiosité. Comment cette dame qui a organisé cette expédition punitive contre une lesbienne repentie va-t-elle expliquer son geste? Tout le monde était là. Et lorsque le président du tribunal lui a posé la question en lui disant « Mais vous là, au nom de quoi ?» Parce qu'elle était des vôtres et qu'elle a décidé de vous tourner le dos pour gérer sa vie en toute souveraineté. Au nom de quoi vous avez fait ce que vous avez fait? Alors qu'une vie humaine, ça pouvait même coûter une vie humaine, parce que son mari, vous lui avez cassé la tête, il a saigné. Au nom de quoi? Alors, droit dans les yeux, elle a regardé le président du tribunal sans scier, en lui disant oui, ça m'a fait le one. Autrement dit, c'était mon amante. Donc si elle me quitte pour aller rejoindre son mari, alors moi je me considère comme trahi. Vous vous rendez compte? Alors ça n'existait pas en 1966. Alors l'État est donc obligé, pour freiner la colère des populations, de légiférer, d'augmenter les sanctions pénales. Voilà, voilà, c'est ça. Donc nous, notre objectif, c'est que cette loi que nous demandons puisse simplement servir
avoir un effet d'épée de Damoclès qui va planer par-dessus la tête de ces provocateurs. Donc un effet de régulation. Mais ce n'est pas une forme de stigmatisation de ces compatriotes qui ont une orientation sexuelle qu'ils ont choisie. Ce n'est pas une forme de diabolisation. Mais nous sommes dans une société organisée où chacun doit rester à sa place. Alors l'espace public nous appartient. Et encore une fois, votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Alors, si vous réussissez à avoir cette loi, est-ce que vous avez pensé, au cas où vous réussirez à avoir cette loi, avez-vous pensé aux conséquences diplomatiques? Oui, c'est... Alors c'est là où... Nous avons un pays qui est dépendant de l'aide internationale, dépendant du système de diplomatie climatisée, comme on les appelle. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé? Ça me rappelle le sommet de la francophonie de janvier 2015. Le défunt président du Zimbabwe, Robert Mugabe, avait fait un boucan parce que le Premier ministre de Grande-Bretagne, David Cameron, avait eu à faire une proposition indécente, un peu comme Obama et Justin Trudeau au président Macky Sall. Alors, comment dirais-je, le Premier ministre du Canada, le Premier ministre de Grande-Bretagne, oui, a pris la parole, parce qu'il faut comprendre que autant les ex-colonies françaises ont une communauté qu'on appelle un événement important, le sommet de la francophonie, présidé par le président en exercice, n'est-ce pas, de la France, avec la présence de tous les chefs d'État des anciennes colonies françaises. Alors, de la même manière, les pays africains, ex-colonies anglophones, ont leur sommet du Commonwealth. Alors donc, c'est David Cameron qui présidait. Alors, d'entrée de jeu, il dit, bon voilà, il est vrai que vous faites des efforts pour la démocratie, la presse est en train de retrouver ses marques, les syndicats, les partis politiques et tout, mais l'aide au développement va certes se poursuivre, mais avec un accent particulier et une faveur particulière à l'égard de certains de vos pays qui donnent les droits qui leur reviennent à la communauté LGBT. Ça ne veut pas dire que nous allons arrêter l'aide au développement, mais nous allons favoriser ceux d'entre vous qui intégreront dans leur curricula démocratique, n'est-ce pas, le droit des LGBT. Mais il n'en fallut pas plus pour que Mugabe se déchaîne, pour prendre la parole. Le responsable du protocole lui dit, vous voulez donner votre avis? Il dit oui. Il dit non, non, c'est prévu. Dès la fin de son exposé, il dit, j'attendrai pas la fin. Et il a arraché le micro. Les yeux dans les yeux, il a dit, mais David Cameron, lorsque vous prononciez cette énormité-là, est-ce que vous dites que c'est saint d'esprit? Comment pouvez-vous nous dire que désormais, vous allez conditionner l'aide au développement par le fait que nous, anciennes colonies, nous devrions intégrer dans nos mœurs cette pratique que même, parce qu'il a cité le nom de son chien, que même mon chien qui est à la maison répugne. Et je lui demande d'avance pardon de l'avoir pris pour exemple parce que lui, il ne fait pas ça. Et vous voulez donc nous dire qu'il faut légaliser l'homosexualité pour que nous puissions bénéficier de votre aide. Depuis nos ancêtres, la vie que nous avons toujours menée, pour être là devant vous, nous pouvons continuer de vivre de cette manière-là. Donc, gardez pour vous votre aide au développement et réfléchissez, parce que vous, Occident, vous êtes en contradiction avec vous-même. C'est vous-même qui nous avez appris dans vos universités que la démocratie, c'est la loi de la majorité. La démocratie, la majorité n'en veut pas. Et vous voulez nous l'imposer. Au nom de quoi? Alors finalement, je pense qu'il n'a même pas attendu la réponse de David Cameron. Et c'est resté dans l'histoire. Alors de la même manière, nous avons dit au président Macky Sall, mais Robert Mugabe n'est pas plus courageux que vous. Vous n'avez qu'à prendre votre souveraineté. Parce que ce n'est pas Obama qui vous a élu, ni Justin Trudeau, ni David Cameron. C'est le peuple sénégalais. Lorsque les lobbies sauront que le peuple est derrière vous, ils vont vous laisser tranquille. Et la meilleure manière, c'est de nous aider à augmenter les sanctions pénales. Et alors là, s'ils vous disent, mais pourquoi vous avez fait ça? Vous leur direz, ah, c'est pas moi, c'est le peuple, ceux qui m'ont élu, qui n'en veulent pas. Et d'ailleurs, si vous faites l'inverse, c'est ce que nous avons dit au président de la République, nous craignons ce qui s'est produit en Centrafrique.
Tout le monde connaît l'histoire de François Bozizé, qui avait subi, au même titre que Macky Sall, le même type de pression et de propositions indécentes. Et il avait la même réaction. Quoi? Cette pratique-là, jamais. C'est indécent. Alors, finalement, les lobbies lui ont dit, ah bon, vous ne dépénalisez pas, on va voir. Alors, ils ont fermé les robinets, les financements, fonds monétaires, non, en Centrafrique. Mais pour le Sénégal, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez dit au président... Alors, le président nous a dit, et il me l'a dit récemment, parce que je vous fais cette confidence. Il m'a reçu, ça fait à peine une dizaine de jours. Mais c'était dans le cadre des démarches de bons offices que Djamra est toujours en train de faire, d'ailleurs, après les échauffourées au niveau des Wakam, des villages traditionnels Wakam Ngoriof, sur la base du litige foncier de l'ex-aéroport. Mais il a dit, la posture du Sénégal, lorsque j'en ai parlé de manière publique, ce n'était pas dans une chambrette et autres. Obama était là à 0 mètre de moi lorsque je lui ai opposé une fin de non-recevoir. Il y avait toutes les télévisions du monde, donc moi je ne me cache pas. Lorsque Justin Trudeau est venu en février 2020, là également, c'est les yeux dans les yeux que je lui ai servi la même fin de non-recevoir, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors il dit donc, moi je ne comprends pas votre démarche. Vous, nous avons régulièrement félicité. Chaque fois que vous prenez votre courage à deux mains pour dire non, que chacun s'occupe de ses oignons, et les vaches sont bien gardées, nous avons toujours félicité. Mais ce que Anda Samadjikoui demande n'est rien d'autre que ce que les féministes avaient demandé lorsque le viol avait atteint des proportions inquiétantes. C'est la même chose lorsque les éleveurs avaient demandé une criminalisation du vol de bétail, lorsque ce fléau avait atteint des proportions inquiétantes. Alors de la même manière, ce que les homosexuels sont en train de faire, on ne sait pas jusqu'où ça peut nous conduire. Parce que de temps en temps, on voit dans la banlieue des séances de bastonnade d'homosexuels provocateurs. Alors on voudrait que la loi se substitue aux citoyens et que vous puissiez légiférer. On ne demande pas plus. Parce que le danger, je l'avais évoqué tout à l'heure, c'est que les populations poussées à bout en viennent à vouloir se faire justice elles-mêmes. Et ça, c'est pas bon. Est-ce qu'il est d'accord? Bon, alors là, je réserve la primeur de sa réponse à mes camarades de coalition. Mais toujours est-il que il a été sensible à au fait que j'ai mis en évidence que ce qu'il a dit au patron de ces grandes puissances en leur disant que nous n'en voulons pas, autant que vous ne voulez pas de la polygamie. On peut considérer ça comme des réactions nivelées. Président, entre président et président. Maintenant, il y a autre chose. Il y a encore la notion de open government. Gouvernement ouvert. C'est-à-dire que dans le gouvernement, qu'on puisse avoir toute personne libre dans son choix de vie sexuelle. Est-ce que vous êtes au courant de cela? Mais vous savez, ils sont partout. Oui, mais je veux dire, à ce niveau-là, le open government peut être une autre pesanteur beaucoup plus vicieuse sur les pays africains. Non, c'est pour cela que nous avons toujours dit au président que nous ne nous focalisons pas sur notre revendication d'augmentation des sanctions pénales et que certains qualifient de demande de criminalisation. Mais il y a surtout l'agenda LGBT qui a ses ramifications dans la vie communautaire et dans le fonctionnement de l'administration. Et à titre d'exemple, nous lui avons donné le cas du PGA, Parliamentarian Global Action, action parlementaire globale initiée par les Nations Unies, auquel 143 membres sur les 194 membres de l'ONU ont adhéré. Et ce programme des Nations Unies a réussi à fédérer pas moins de 14 000 parlementaires à travers le monde, dont une dizaine de députés sénégalais. Et nous lui avons dit qu'eux, ils ne mâchent pas leurs mots. Ils ont défini la mission du PGA, qui est la suivante, d'encadrer, j'utilise leurs propres termes, parce que vous pouvez aller vérifier dans Google, c'est les mêmes termes qu'ils ont utilisés, de promouvoir et de protéger les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transsexuels, les LGBT. Qu'est-ce que le Sénégal a à faire dans ce programme? Alors qu'en surface, on nous dit, tant que je suis là, je ne dépénalise pas. Il faut que les paroles soient en adéquation avec les actes qui sont posés. Alors, par conséquent, nous exigeons que le Sénégal sorte
du programme de PGA. Parce qu'il faut être cohérent. Qu'est-ce que ça peut coûter au Sénégal? Alors, finalement, nous lui avons dit la posture héroïque de Robert Mugabe. Qu'est-ce qu'il a eu à en subir comme conséquence? Mais rien, parce que les lobbies ont senti que le peuple était derrière lui. Et là, nous sommes allés dans des considérations religieuses, en lui disant que le Seigneur lui-même vous donne la réponse. N'est-ce pas, en réplique aux craintes exprimées par votre confrère Cheikh Yérim Seck. La réplique est la suivante, et c'est le Tout-Puissant qui parle, parce que nous sommes quand même 95% de musulmans. Il a dit « Walillahi khaza'inu samawati wal ard ». Les trésors des cieux et de la terre sont entre mes mains. C'est lui qui l'a dit. Et nous y croyons. Mais il a ajouté quelque chose. Walakinal munafiquna la yafqahun. Mais malheureusement, cela, les hypocrites ne peuvent pas le comprendre. Alors donc, nous lui disons que, nous le redisons ici, au président de la République, qu'il n'a pas à avoir peur. Il a le peuple à ses côtés, sur ce problème-là. Donc je ne parle pas de considération politicienne. Qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit aux gens d'aller transhumer dans la paire ou le Benno Bokk Yakaar. Je n'ai pas dit ça. Mais la manifestation qu'on a organisée le 20 février à la place de l'Obélisque, qui était noire de monde, du monument en passant par le boulevard Général de Gaulle jusqu'à la Société Générale et même jusqu'au champ de course, c'était noir de monde. Et j'ai entendu un certain nombre de médias occidentaux rivaliser même de chiffres. 100 000 personnes, d'autres disent 80, d'autres disent 50. C'est suffisamment édifiant pour que l'État comprenne que Ande Samu Djikoyi, ce n'est pas un Makhtar Gueye ou bien un Ababakar Mboup ou bien un Abdou Karim Gueye, l'activiste que je salue au passage ou autre. Mais c'est une demande sociale que nous n'avons fait que exprimer. C'est une demande sociale. Et aucun manifestant n'est venu parce qu'on lui a donné des perdiums ou des cartes Ndiagandiaï. D'accord. Voilà. Mais cette demande sociale que vous avez pu poser sur la base du nombre de personnes qui étaient sur place à la manifestation, est-ce qu'elle n'est pas en train de pousser Ande Samu Djikoyi vers la politique, vers les législatives, vers une assemblée où Ande Samu Djikoyi pourrait être majoritaire? Oui, j'entends souvent cette stigmatisation de la part des responsables du parti au pouvoir. On dit « Ah voilà, les masques sont tombés. C'est des politiciens encagoulés. » Mais c'est possible. Alors moi, je leur ai dit, pourquoi porter des cagoules? 2007, lorsque, après plusieurs tentatives auprès du président Abdou Diouf pour qu'on fasse criminaliser le trafic de drogue, nos démarches ont été vaines. Et lorsque Abdoulaye Wade a pris le pouvoir, nous avons réitéré nos doléances. On n'a eu que des promesses vagues. Qu'est-ce qui s'est passé? Jamra, qui n'a pas le droit de faire de la politique parce que nos statuts ne nous le permettent pas en tant qu'organisation non gouvernementale, a été obligé de créer sur ses flancs une branche politique qui s'appelle le RDS, Rassemblement démocratique sénégalais. Et nous avons fait une alliance avec la coalition SOPI de Abdoulaye Wade, battu campagne avec eux, gagné un siège de député et on a fait criminaliser le trafic de drogue. Ça va se passer Alors pour Ande Samu Djikoyi, ça dépend de l'État. Si l'État fait son devoir en acceptant de prendre en charge cette demande populaire que nous n'avons pas inventée, mais c'est les Sénégalais qui exigent un renforcement des sanctions pénales, pas de problème. S'ils ne le font pas, nous serons obligés, en tant que citoyens, dans un pays libre, indépendant et démocratique, d'en tirer les conséquences. Très bien. Donc la voie vers la politique est ouverte. Vous avez la force. Vous pouvez l'interpréter comme ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors merci. C'est extrêmement intéressant ce que vous nous dites, surtout par rapport à la criminalisation, etc. Oui. Et c'est très bien déclaré aussi la lanterne de ce qui nous regarde pour qu'ils comprennent qu'il s'agit là, qu'il ne s'agit pas là de tuer ou de faire de lyncher ou de brûler. Il s'agit juste de ce que vous avez dit. Il s'agit juste de remettre à leur place des provocateurs qui n'ont pas le droit de provoquer une communauté. Nous allons sauter maintenant, rapidement, avant de parler de l'Ukraine, rapidement, et du Mali. Oui. Est-ce que vous avez été sollicité récemment après les événements de Ngor? Oui. Rapidement, je vous ai vu, vous connaissez bien le dossier, vous avez bien expliqué comment ça s'est passé, et d'où vient le conflit, le malentendu.
Vous pouvez résumer rapidement? Vous avez bien fait d'utiliser le terme malentendu, parce qu'en fait, tout le monde sait qu'un État, en matière foncière, a des prérogatives qui lui sont dévolues par la loi. À titre d'exemple, le TER, le train express régional. Nous savons très bien que lorsque les ingénieurs avaient fini le plan, ils s'étaient rendus compte que les rails passent par des maisons, par des terrains, par des champs. Alors l'État a procédé à ce que la loi lui permet de signer une réquisition pour cause d'utilité publique. Mais là, il s'agit de réquisition permanente. Donc, ces propriétaires privés ont dû céder leur terrain, mais moyennant une compensation financière de l'État ou l'octroi d'un autre terrain et un appui financier pour le prendre. Là, il n'y a pas de problème. Mais pour l'aéroport, c'est différent. La veille de la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde sait que lorsque Hitler avait commencé à faire des avancées foudroyantes, surtout en bombardant et en annexant la Pologne, l'Autriche, etc., les Européens, sachant qu'il serait difficile de résister à cette poussée incendiaire et mortifère de l'armée hitlérienne, ont fait alliance avec les Américains. Et les Américains, ayant une aviation assez puissante et performante, leur avaient permis de se nourrir d'espoir, comme quoi ils pouvaient renverser les tendances. Mais les Américains avaient posé une condition. Alors, parce que le fait de rallier le continent américain du continent européen, en 1939, les Américains n'étaient pas aussi performants qu'aujourd'hui. Il leur fallait donc, entre les deux, une sorte de pied-à-terre où ils pourront se reposer, faire le plein d'essence, un peu d'entretien et repartir. Et quand les ingénieurs donc sont venus, quand ils ont observé le continent africain, et ils ont vu que le Sénégal occupait la pointe occidentale la plus avancée dans l'océan Atlantique. Et ils ont porté leur dévolu sur Dakar. Et c'est comme ça que c'est parti. Alors quand l'autorité coloniale militaire est venue, ils ont contacté le gouverneur de l'Afrique occidentale française pour leur parler de leur projet. Et le gouverneur leur a fait savoir, attention, cette terre a des propriétaires. Ah bon, qui sont les propriétaires? Le gouverneur leur dit, c'est la communauté Lébou. Donc je résume. Donc les autorités coloniales militaires ont donc eu une séance de travail avec les propriétaires terriens traditionnels et coutumiers que sont nos ancêtres Lébou. Et ils ont paraphé un document qui s'appelle réquisition temporaire pour cause d'utilité publique, c'est-à-dire pour la durée de la guerre. La guerre ayant pris fin en 1945, la logique aurait voulu qu'on restitue la terre à leur propriété légitime. On précise que c'était pour construire un aéroport. Militaire, un aérodrome militaire. Mais voilà, après la guerre, au lieu de rendre la terre à ses propriétaires légitimes, ils l'ont transformé en aéroport commercial civil. Et c'est ce qui s'est poursuivi jusqu'à l'accession de l'indépendance. Senghor l'a modernisé davantage en l'appelant aéroport international de Dakar-Yoff. Abdoulaye Wade en a hérité, Abdou Diouf, et ensuite Abdoulaye Wade. Et Abdoulaye Wade a eu l'idée, donc celui qui a lancé le projet de délocalisation vers Diass. Et malheureusement, il n'a pas eu le temps de le terminer et c'est le président Macky Sall qui l'a finalisé. Donc, au moment où nous parlons, toutes les infrastructures techniques, tours de contrôle, appareils de contrôle et tout, ont été déménagés à Diass. Alors là, les Lébou étaient fondés de se nourrir à nouveau d'espoir pour qu'on leur restitue la terre de leurs ancêtres. Mais bien au contraire, ils ont appris que des politiciens, des hommes d'affaires avaient commencé à procéder à des opérations de spéculation foncière illégale. Alors, ils s'étaient fait entendre, mais de manière timide. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est lorsque les Lions ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations contre l'Égypte. Et le président, dans l'euphorie, leur a dit, oui, je vais vous donner 500 mètres carrés chacun. Et ils sont nombreux, ce n'est pas 11 joueurs seulement. Parce qu'il y a les joueurs, les remplaçants, les médecins, les entraîneurs, 50. Je vais vous donner à chacun 500 mètres carrés à Diamniadio et à chacun 200 mètres carrés ici à Dakar. Il n'en fallut pas plus. Est-ce qu'il a prononcé Yoff? Là, je ne l'ai pas entendu prononcer l'offre. Mais on sait, tout le monde sait, qu'il n'y a plus de terrain à Dakar. Sinon, au niveau de la pointe occidentale la plus avancée, c'est-à-dire à l'aéroport. Alors, il n'en fallut pas plus pour que... essayez-moi de me trouver un terrain. Il n'y en a plus. L'unique réserve foncière qui restait dans les alentours du stade de Lamine Gueye, du stade Léopold Sédar Senghor, a été complètement bouffée par les spéculateurs. Il y a
qu'une seule infrastructure socio-éducative dont peuvent bénéficier les populations, c'est le fameux lycée des Parcelles Assainies. À part ça, tout le reste a été partagé entre promoteurs privés. Alors donc, ils se sont révoltés. Mais malheureusement, mes parents à la Ribou, on le sent chaud. Ça a été une révolte brutale. Je leur ai dit, faites attention, est-ce que le président a accordé aux Lions ces 200 mètres carrés chacun au niveau des 864 hectares de l'aéroport? Mais ils étaient déjà aveuglés par leur volonté d'en découdre. Le problème encore, c'est qu'ils ne peuvent plus faire d'extension. Alors, ils s'y ajoutent, et c'est là où j'approuve la motivation de leurs revendications, que ces 3 villages traditionnels, avec l'explosion démographique, sont en étroit. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter certaines familles où la nuit tombée, les plus jeunes passent la nuit dans le salon, d'autres dans le vestibule. Et même à Ngor, j'ai vu une famille où 2 enfants dorment dans la cuisine. Et pendant ce temps, on prend cet héritage foncier de leurs ancêtres pour procéder à de la spéculation immobilière illégale. Alors bref, il y a eu 9 arrestations. Il y a eu vraiment même des gens blessés. Ah oui, ça, nous ne l'approuvons pas. Et quand ils sont venus solliciter Jamra, je crois que je vous l'ai envoyé par WhatsApp, que nous puissions offrir nos bons offices, nous leur avons posé une condition, en leur disant il faut faire attention de tomber dans ce que Koch Barma, notre ancêtre commun à tous, ce grand philosophe et sage, qu'il appelle Tonyerbi. C'est-à-dire que, bien qu'étant dans une position de victime d'injustice, vous réagissez de manière tellement disproportionnée que finalement on prend le tort pour vous le coller. Voilà. Alors j'ai dit donc, vous avez blessé le gendarme, vous n'avez pas le droit. Donc voilà nos conditions, nous Jamra, pour prendre notre bâton de pèlerin. C'est que vous arrêtiez immédiatement la violence, que vous arrêtez de mettre le feu aux pneus et aux biens privés. Est-ce qu'ils étaient... Ils ont accepté. Mais ceux qui faisaient ça, est-ce qu'ils étaient d'accord avec les autorités des revendications du Nord? Les autorités de revendications, ceux qui étaient chargés de piloter les revendications. Oui. Non, ils sont bien organisés. C'est-à-dire au niveau de Wakam, Ngor Yoff, eh bien, les ayants droit fonciers qui estiment avoir été lésés par rapport à leur patrimoine foncier ancestral au niveau de l'aéroport, ont créé un collectif avec une dizaine de personnes, un bureau, secrétaire général, section féminine, etc. Alors maintenant, ces bureaux-là, les responsables de ces bureaux, mandatés par les 3 villages traditionnels qui étaient venus voir Jamra. Et c'est alors que je leur ai posé les conditions dont je viens de vous parler. Ils l'ont accepté. C'est alors que nous avons pris contact avec les autorités. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors là où on en est, les arrestations ont été opérées. Alors si vous voyez que j'ai accéléré la démarche pour qu'il y ait une détente et un vent de décrispation, c'est que parmi les jeunes qui ont été appréhendés, il y en a un dont la maman ou la grand-mère est gravement malade. Et dès qu'elle a appris que son fils a été arrêté, son diabète ou bien son hypertension artérielle est montée de plusieurs crans. Alors vous imaginez déjà cette maman, quand on lui dira qu'il a été jugé, condamné et envoyé à l'Obs, elle est capable d'avoir de sérieux problèmes cardiaques. Alors c'est pour ces raisons humanitaires surtout que Jamra est en train de mettre les bouchées doubles. Et aujourd'hui même, j'avais rendez-vous avec une haute autorité auprès de qui j'ai eu à avoir 2 entretiens très productifs. Mais puisque j'avais déjà donné ma parole à Khalil Gueye comme quoi que je viendrai à cette émission, j'ai été obligé de demander à ce qu'on puisse ajourner notre rendez-vous avec cette autorité-là pour demain, Inch'Allah. Ça nous honore. Ça nous honore et ça honore aussi ce qui nous regarde sur B-News. Le monde, n'est-ce pas, sur les satellites et sur les réseaux sociaux. Rapidement, l'Ukraine, quelle est votre position rapide? Quelle est la position de Jamra? Le Sénégal a opté pour la neutralité et Jamra. Bon, moi je pense que là, et nous avons eu à le lui dire, je l'ai dit de vive voix au chef de l'État. Qui lui, le chef de l'État? Le chef de l'État. Je lui ai dit, il ne faut pas quitter cette posture digne de neutralité. Il faut que le Sénégal reste un pays qui assume
ses choix, parce qu'il ne se fera que davantage respecter. Parce qu'il y en a qui font du marirondo. C'est ce que le Toubab appelle hurler avec la meute. Il ne faut pas qu'on fasse ça. Donc cette posture de neutralité vous donne de la force, non seulement en tant que chef de l'État du Sénégal, mais surtout en tant que président en exercice de l'organisation de l'unité africaine. Parce que vous devez plutôt mettre un manteau de médiateur et non un manteau de partisan. Je pense qu'il a été très sensible lorsque je lui ai fait cette remarque. Vous avez dit ça avant la décision ou après? Je lui ai dit ça pendant la discussion. La discussion que j'ai eue avec lui. Avant que le Sénégal ne prenne sa décision aux Nations Unies ou avant? Non, il a dit après. C'était pour lui dire que nous avons... Voilà, je lui ai dit, nous avons appris que vous avez opté pour une posture de neutralité. Il faut vous arc-bouter à cette posture. Elle est plus digne et plus responsable. Parce que c'est deux pays qui ont des problèmes de frontières, des problèmes géopolitiques. On ne sait pas qui a tort, qui a raison. Poutine a donné ses raisons. Le président ukrainien a donné ses raisons. De grâce que le Sénégal reste neutre et adopte une posture d'arbitre. Et je lui ai même rappelé un vieux proverbe lébou, qui est ma communauté ethnique, qui dit que so ñëwee ci ak penc fekk ñëpp di xeex, la posture la plus digne mooy nga féetewoo àtte. Autrement dit en français, si vous arrivez dans une communauté où vous voyez que les gens étaient en train de se crêper le chignon, des coups de poing par gauche et à droite, au lieu de vous ranger d'un côté pour tirer vers l'autre ou inversement, la posture la plus digne serait de vous ériger en médiateur pour que la paix puisse revenir. Mais si chacun est partisan, là, ça peut décréter la fin du monde. Alors, je disais donc pour l'Ukraine, c'est un phénomène qui est en train de redessiner la géopolitique mondiale. Parce que déjà, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de pays qui hésitaient à adhérer à l'OTAN, mais qui sont en train de franchir le pas. C'était des pays supposés neutres et non alignés, à savoir la Suède, qui a exprimé son vœu d'adhérer à l'OTAN. L'OTAN qui n'est rien d'autre que la branche armée de l'Union européenne. Il y a la Finlande et il y a la Suisse. Voilà une première reconfiguration. Ensuite, ça a été l'occasion de découvrir les grosses lenteurs administratives au niveau de l'Union européenne. Je prends le cas de la Croatie. Depuis 2013, la Croatie avait formulé son vœu d'adhérer à l'Union européenne. C'est seulement en 2003, c'est seulement en 2013 que finalement l'Union européenne a donné droit à cette revendication. 10 ans. Alors les Européens ont donc découvert, à l'occasion de ce conflit, ces lenteurs excessives et à la limite destructives de l'administration de l'Union européenne. Ce conflit a permis également de voir le manque de sincérité entre pays membres de l'Union européenne. Lorsqu'il était question de définir le type de sanctions économiques particulièrement, on a dit, oui, on va interdire à la Russie d'accéder aux suites bancaires internationales, etc., etc. Et on a dit aux Allemands, et vous là, qu'est-ce que vous proposez? Vous avez le gaz, et c'est la Russie qui vous fournit. Mais les Russes ont eu vraiment le réalisme consistant à dire que 40% de notre importation de gaz vient de la Russie. Donc si nous boudons ce gaz, il y aura des morts pendant l'hiver. Ça, c'est grâce à ce conflit qu'il y a eu ces découvertes. Et enfin, le dollar qui était resté stable à peu près depuis 2014 a connu une ascension fulgurante pour se retrouver à 110 $ le baril. Voilà, le pétrole. Donc c'est le pétrole qui également a subi de plein fouet cette crise. Alors, encore une fois, c'est un conflit que personne ne peut gagner. Personne. Parce qu'on a vu Poutine brandir son arsenal nucléaire en disant que le premier pays européen qui s'aventurera, même de manière indirecte, à prendre parti du point de vue militaire dans ce conflit, il subira des conséquences qu'il n'a jamais vues de son histoire. Ça, c'est clair. Oui, mais, alors, mais vous savez que personne ne gagne une guerre. Personne ne peut gagner. Une guerre nucléaire. Personne ne peut gagner. Personne ne gagne. Parce que déjà, lorsque Giscard venait d'accéder au pouvoir, il a eu un mot assez pédagogique en matière d'armement, de course aux armements nucléaires.
puisque l'opposition, les Georges Marchais, avaient dénoncé et condamné sa décision, une des premières pour démarrer son septennat, consistant à renforcer le nucléaire militaire français. Mais Giscard a eu une explication franche, simple et pédagogique. Il a dit, il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. Si nous prenons le cas de Hiroshima et Nagasaki, les dégâts qui ont eu lieu après le largage de la bombe atomique, plus d'une centaine de morts, 100 000 morts dans l'immédiat, le reste des dommages collatéraux qui se sont poursuivis avec des malversations, etc. Alors des experts ont fait une évaluation en disant que si on répartissait la puissance explosive de cette bombe sur l'effectif de l'humanité entière, ça équivaudrait à 1 tonne de dynamite par habitant. C'est-à-dire chaque habitant de la Terre, on lui met sur le dos 1 tonne de dynamite et qu'on fasse exploser. Alors Giscard a dit, il ne faut pas se faire d'illusions. Personne ne peut gagner une guerre nucléaire. Et lorsque les communistes lui ont dit, d'accord, mais pourquoi vous voulez renforcer? Il a dit, voilà la bonne question. J'ai renforcé l'arsenal, j'ai décidé de renforcer l'arsenal nucléaire militaire français pour la bonne et simple raison que c'est une politique de dissuasion. Et la dissuasion, c'est quoi? C'est l'art de montrer sa force pour ne pas avoir à s'en servir. Et là, c'était le silence de cimetière dans la salle. Et il a raison. Donc, mais Poutine n'a pas cette même mentalité européenne, cette même conception européenne de la dissuasion. Parce que les Français ont l'arme nucléaire, l'Italie, l'Angleterre, etc., dans le cadre de la dissuasion. Poutine, ce n'est pas ça. Il est capable de tirer quelqu'un qui envahit un pays voisin. Mais ce serait donc suicidaire. Ce serait suicidaire. Ce serait suicidaire. Il sait qu'il n'en sortirait pas vivant. Mais actuellement, il a une posture qu'on peut assimiler à celle des fédayines de la Palestine dans son combat pour l'indépendance. Il leur arrivait quelquefois de sacrifier une vie humaine en lui mettant pas mal de bombes de ceinture explosives. Ils savent qu'il ne verra pas l'avènement de l'indépendance de la Palestine, mais il donne sa vie. Alors, Poutine travaille pour le long terme. Ce n'est pas pour le cadre de son règne. Il a dit que vous avez détruit l'Union soviétique. Vous avez détruit l'Union des républiques soviétiques et socialistes. Et il leur a donné tous les détails. Maintenant, j'ai pour credo de reconstituer un minimum. Et l'Ukraine en fait partie. Il a été très clair. D'autant plus qu'il y a une partie du territoire ukrainien qui est militarisée et qui empêche les populations d'affirmer leur posture pro-russe. Ils ont le droit de dire qu'ils sont pro-russes. Pourquoi les autorités ukrainiennes veulent les en empêcher? Donc c'est une posture dangereuse et c'est la raison pour laquelle, juste avant de venir à l'émission, j'ai été heureux d'apprendre à Radio France Internationale qu'ils sont en train de se mettre d'accord sur les corridors, la mise en place de corridors humanitaires et même l'adoption d'une trêve militaire. Alors il est fort possible que d'ici la fin de la semaine... Il y a eu des corridors qui ont été violés par l'armée russe. Il est fort possible que d'ici la fin de la semaine qu'on accepte le principe d'un cessez-le-feu. C'est un plaisir de vous avoir ici. Et je sais que notre conversation ne peut pas s'arrêter. Oui. Mais nous sommes presque à la fin de l'émission. Nous allons parler rapidement du Mali. Du Mali, oui. Le Mali, qui est un pays voisin, un pays frère, et qui subit des sanctions du Sénégal. Alors, comment voyez-vous ça? Mais les gens oublient souvent que le peuple sénégalais et le peuple malien sont un seul et unique peuple. Sans qu'il soit nécessaire de remonter jusqu'à la période des Dogons. Bien sûr. Et qui avait formé beaucoup de nos ancêtres dans la, comment dirais-je, avant même l'avènement de l'islam, dans l'occultisme et la science et tout ça, sans remonter jusqu'à la période de Cheikh Omar Foutiyou Tall, qui a passé ses dernières heures dans les grottes de Bandiagara, où il a disparu mystérieusement, sans aller jusque-là. Ben, la période contemporaine et post-indépendance montre que nos deux peuples sont unis, au-delà même des liens de sang, au-delà même des liens géographiques, mais plutôt de sang.
Alors je voudrais rappeler que lorsque le général de Gaulle avait obtenu du Parlement français le 1er juin 1958 un renforcement de ses pouvoirs pour qu'il puisse préparer une nouvelle constitution. N'oublions pas que cette constitution-là prévoyait la mise en place d'une communauté francophone qui octroierait une autonomie aux anciennes colonies françaises, mais dans le cadre d'une communauté francophone. Ça a suscité un clivage saillant au niveau de la classe politique et de l'intelligentsia africaine, et qui était incarnée à l'époque par le président du RDA, Houphouët-Boigny, qui était pour une indépendance par pays et qui s'opposait à Senghor, le fondateur de l'UPS, qui était pour une indépendance fédérale, c'est-à-dire par groupe de pays, pour éviter la balkanisation de l'Afrique, pour utiliser une expression qui lui est chère. C'est alors que le général de Gaulle a été obligé, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe actuellement au Mali, il a été obligé de soumettre les deux options opposées à un référendum. Alors, il a fait campagne, voilà, et finalement, le 28 septembre, le oui a eu de manière écrasante une victoire à 97%. Autrement dit, on ne donne pas l'indépendance, mais vous aurez votre autonomie, mais dans le cadre de la Confédération française, à part naturellement la Guinée qui a fait une échappée solitaire. Alors, le Sénégal ne pouvait pas faire comme la Guinée, parce qu'on était un pays pacifique et tout. Alors, les pays qui étaient pour l'indépendance fédérale, c'est-à-dire par groupe de pays, se sont démarqués des résultats du référendum et ont décidé de fusionner. Il s'agit du Sénégal, du Dahomey, c'est l'actuel Bénin, du Burkina Faso, de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, et du Soudan français, l'ancienne appellation du Mali. Mais par la suite, le général de Gaulle et Houphouët ont fait des pieds et des mains pour les dissuader. Et ils ont réussi à dissuader le Dahomey, l'actuel Bénin, et la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso. Donc il ne restait que le Sénégal et le Soudan français. C'est l'ancienne appellation du Mali. À l'époque, le nom Mali n'existait pas. Et c'est alors que le 28 septembre 1959, ils ont décidé d'abolir leurs frontières et de rassembler les deux peuples pour n'en faire qu'un seul et unique peuple. Ils ont créé la Fédération du Mali. C'est alors que le nom Mali est venu en hommage à un empire moyenâgeux qui existait entre les deux pays. Senghor a été nommé président de la Fédération du Mali, Mamadou Dia vice-président et Modibo Keïta le président du Conseil. Alors maintenant, le 4 avril 1959, ils se sont retrouvés en France parce qu'ils ne voulaient pas totalement rompre avec la France. Et ils ont dit à la France, nous voulons aller à l'indépendance, mais groupés, pas Sénégal à part, le Soudan français à part. C'est alors qu'ils ont signé à Paris, c'est Mamadou Dia qui représentait le Sénégal et Modibo Keïta le Soudan français. Ils ont signé les instruments de ratification des accords de transfert de compétences, le 4 avril 1959. Alors, mais malheureusement, c'est une union qui n'a pas fait long feu, parce que déjà en janvier 1960, il y a eu les premières frictions lorsqu'il était question de procéder aux nominations. Alors donc, ça c'est une autre histoire. Et finalement, la Fédération du Mali n'a pas fait long feu. La Fédération du Mali a éclaté le 19 août 1960. Et dès le lendemain, le 20 août, le Sénégal a pris son indépendance. Donc le 4 avril qu'on célèbre ici, ce n'est pas la fête de l'indépendance du Sénégal. C'est la date d'abord de la création, ça a un effet doublement symbolique. C'est la date de la création de la Fédération du Mali, le 4 avril 1959. Mais c'est également la date de ratification des instruments des accords de transfert de compétences entre la Fédération du Mali et la France le 4 avril 1960. Donc, le 19 août 60,
c'est l'indépendance réelle du Sénégal qui a été votée par l'Assemblée nationale. Et c'est la date de l'éclatement de la fédération. Et le lendemain, le 20, le Sénégal a eu son indépendance. Et finalement, Modibo Keïta a été reconduit aux frontières. Il y a eu des arrestations, etc. Et Modibo également a pris son indépendance 6 jours plus tard, le 26, là-bas. Alors donc, voilà ce qui nous lie au peuple malien. Nous avons été un seul et unique peuple qui a été, parce que je ne suis pas rentré dans les coulisses des actions de la France coloniale avec ses services de renseignement, avec ses barbus, ces barbouzes qui ont fait des preuves des pieds et des mains pour que la Fédération du Mali ne fasse pas long feu. Ça nous mènerait loin dans ce débat. Alors voilà donc deux peuples qui ont été unis, qui avaient eu le courage d'abolir leurs frontières, mais ils n'ont pas fait preuve de vigilance. Et l'ancien colonialiste a saboté cette fédération. Alors maintenant, c'est l'occasion, avec cette crise qui agite le peuple frère de Mali, c'est l'occasion pour le Sénégal de témoigner toute notre fraternité, toute notre solidarité au peuple malien frère. Nous sommes un seul et unique peuple. C'est les colonialistes qui nous ont divisés autant qu'ils nous ont séparés de la Gambie toute proche. Alors maintenant, si le président Macky Sall a fait partie, comme on dit, de ceux qui sanctionnent le Mali, ce n'est pas le Sénégal intuito personné en tant qu'État, mais c'est la fédération de la CEDEAO qui a décidé de sanctionner ce pouvoir, cette junte militaire, pour la simple raison que la date que le pouvoir en place a donnée pour la transition, afin de transférer le pouvoir aux civils, ils considèrent que cette date est très éloignée. Alors nous pensons que rien n'est perdu. Ils peuvent discuter. Et il semblerait même que la junte militaire est ouverte aux discussions. Et il est possible même que la date soit un peu rapprochée pour qu'il y ait des élections libres et transparentes et que les Maliens puissent se choisir librement leurs dirigeants avant que Imam Mahmoud Diko ne sorte à nouveau de sa mosquée pour venir leur indiquer la marche à suivre, comme il l'avait fait avec Ibeka, qu'il a beaucoup regretté d'ailleurs, parce qu'il avait sous-estimé Imam Diko. Et Imam Diko n'arrêtait pas, comme on le dit en Wolof, Tindjak ak Teranga, c'est-à-dire dans la diplomatie et la courtoisie, de lui transmettre, n'est-ce pas, les doléances du peuple malien profond. Il n'en tenait pas compte. Alors il a fallu que Imam Diko mette les bouchées doubles. Après un sermon, un vendredi, il a dit que tout le monde sorte dans la rue pour qu'on lui dise qu'on n'est pas content sur pas mal de choses, mais particulièrement sur le document financé par le gouvernement des Pays-Bas et qu'on devait, à l'instar de ce qui s'est passé ici en décembre 2020 avec l'UNESCO, et qu'on devait introduire dans le système éducatif pour préparer les enfants à adopter un esprit d'acceptation de la normalité de l'homosexualité. Alors, donc, il avait fait sourde oreille. Un deuxième vendredi, la rue était encore noire de monde, multipliée par 10. Avant même le troisième vendredi, Ibeka dit, d'accord, venez qu'on discute. Et Imam Diko en a profité pour faire de la surenchère en disant oui, non seulement il faut retirer ce document-là, c'est contre nos mœurs, notre religion, mais il faut également le code de la famille, qui a été écrit par des Toubab et qui nous impose comment nous devons organiser nos mariages, notre vie communautaire, nos héritages, que vous le retirez. Ibeka dit, je suis d'accord. Mais c'était trop tard, parce que le pays était devenu ingouvernable et les militaires étaient sortis des casernes. Ils ont fait un coup d'État et ils l'ont déposé. Alors donc nous proposons à la junte militaire et à la CEDEAO, voilà, d'éviter un remake de cet épisode-là qui a été sanglant. Dernière question, est-ce qu'il y a un rapport entre... Est-ce que vous avez des relations avec Imam Diko, Jamra? Alors Imam Diko, nous le saluons au passage d'avoir bien voulu s'entretenir plus d'un quart d'heure avec le président exécutif de Jamra, Imam Massamba Diop. Et nous lui promettons, comme il nous l'a proposé, une visite d'amitié, de courtoisie au Mali. Et nous attendons juste que la situation politico-militaire se stabilise. Et Inch'Allah, nous viendrons même prier dans sa mosquée, Inch'Allah. Merci, Matar Gueye. Merci beaucoup.
Merci pour votre temps et surtout merci pour ce grand cours d'histoire que vous nous avez fait et qui rafraîchit certaines données assez obscures dans nos têtes et qui serviront certainement aux plus jeunes, n'est-ce pas? Merci donc d'avoir éclairci le mot criminalisation et merci aussi de continuer votre travail de médiation dans la crise de Ngor. Merci beaucoup. Bon, c'est moi qui vous remercie, mais tout en remerciant surtout nos vaillants téléspectateurs de B-News qui ont bien voulu consacrer quelques minutes de leur temps si précieux pour prêter oreille attentive à un acteur de la société civile qui malheureusement parle beaucoup. Mais nous avions tellement envie de partager un certain nombre de choses avec vous. Et nous espérons que ces quelques minutes que nous avons eu à débattre avec Khalil Gueye en faisant un tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale nous serviront d'abord, nous qui sommes sur le plateau, mais également à l'ensemble des téléspectateurs à travers le monde de B-News et nous souhaitons une longue vie et une longue carrière, mais également des challenges passionnants à B-News, qui est un pionnier en la matière, parce que les gens croient que la télévision ne peut fonctionner que sur le signal hertzien, sur le TNT, mais vous avez montré qu'avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, il est possible de faire autrement et de manière plus souveraine, de manière plus indépendante, sans avoir à être manipulé par les baguettes de je ne sais quelle ou quelle oligarchie. Alors donc, longue vie à B-News et bien des choses à toute l'équipe, mais particulièrement à ceux qui sont invisibles et qu'on ne voit pas, les caméramans, les ingénieurs du son et tout le monde. Nous vous souhaitons plein de succès et Inch'Allah, le meilleur est à venir pour B-News. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Donc, comme je l'ai dit, Mame Mactar Gueye, vice-président de Jamra, était notre invité. Et nous le remercions encore une fois pour son temps et surtout pour la substance de sa communication pendant ces minutes passées ensemble. Merci beaucoup et à très bientôt sur Face à la Nation. Au revoir.